Cette émission vous est proposée par la Banque Atlantique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Business Première. Au cœur de cette émission, les investissements en bourse. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment y gagne-t-on de l'argent? Nous verrons tout cela avec mon compagnon de chaque semaine, Lo Damas. En seconde partie d'émission, les partenariats publics-privés seront au cœur de nos échanges et pour ce faire, nous aurons deux invités. Il s'agit notamment de M. Isaac Dey, conseiller du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Monsieur Isaac Dey est également président du comité de pilotage des partenariats publics-privés. Notre second invité est Monsieur Dan Koberman. Il est manager de M-Trade, initiateur des conférences des partenariats publics-privés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose tout de même de faire le tour de l'actualité africaine et ça se passe dans les news. Au cœur des news de ce nouveau numéro de Business Première, la 6e édition de la conférence partenariats publics-privés. Cette 6e édition avait pour thème promouvoir les partenariats publics-privés durables au bénéfice des générations futures de l'Afrique. Cette conférence est tenue les 20 et 21 novembre à Abidjan. La conférence des partenariats publics-privés se veut une plateforme favorisant les rencontres et échanges entre entreprises privées et institutions étatiques. À l'occasion de cet événement, le président de la BAD, la Banque africaine de développement qui est marraine de l'événement, Monsieur Donald Kaberuka, s'est prononcé sur les défis des organismes d'exécution publique pour financer le développement du continent. Pour lui, il convient pour les États de créer un environnement propice à travers notamment une stabilité macroéconomique, un cadre juridique équitable, un engagement politique fort, des projets bancables et la transparence dans l'optique d'attirer les investisseurs privés. C'est la première fois que cette conférence se tient en Afrique de l'Ouest francophone et le choix de la Côte d'Ivoire a été surtout motivé par le retour de la BAD. Air Côte d'Ivoire a lancé son programme de desserte des villes à l'intérieur du pays. Le démarrage de ces vols domestiques a été facilité par l'investissement de 7 milliards de francs CFA réalisé par l'État ivoirien. Cette enveloppe a permis notamment la rénovation des 5 aérodromes desservis par la compagnie nationale. Les vols commerciaux sont ouverts depuis le 24 novembre à destination de Bouaké, Korogo et San Pedro. Bientôt, les aéroports de Mans et Odiné devraient être aussi desservis. Poursuivons avec le Nigeria qui vient de signer un contrat record avec la Chine. En effet, le gouvernement nigérian et le géant du rail China Railway Construction Corporation ont signé le 19 novembre un accord pour la construction d'une ligne de chemin de fer de 1400 km. Un contrat estimé à 12 milliards de dollars. Cette ligne de chemin de fer devrait relier la capitale économique nigériane Lagos à la ville de Calabar, située dans l'est du pays. Il s'agit du plus gros contrat individuel signé par une entreprise chinoise pour un projet unique. Voilà, c'était là le bref de l'actualité. À présent, entrons dans le vif du sujet et notamment celui des investissements en bourse. Bienvenue sur ce plateau, Damas. Merci, Christiane. Alors, la bourse, beaucoup d'Africains, ou disons même tout le monde entend parler de bourse. Oui. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? Comment ça fonctionne? Beaucoup quand même cherchent encore à le savoir. Les activités relatives au marché boursier constituent l'actualité. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se fait en bourse, en quoi est-ce que cela consiste, comment est-ce qu'on gagne de l'argent. On parle de crise financière, on parle de faillite, etc. La bourse donc se retrouve au cœur de l'actualité économique et donc à travers cet entretien qu'on va avoir, on aura le temps d'expliquer beaucoup de choses pour que la bourse ne soit plus un mythe pour les Africains en général. Eh bien, je vous propose de décortiquer déjà tout cela grâce à notre reportage. Face au coût élevé de la vie, rentabiliser ses revenus demeure une préoccupation pour tout un chacun. Développer des affaires, initier des activités lucratives, confier son épargne à une banque sont les solutions très souvent envisagées par la population pour fructifier son capital. Mais très progressivement, les investissements en bourse commencent à séduire beaucoup d'Africains. Là où la bourse des valeurs était considérée comme un lieu très sacré et strictement réservé aux seuls initiés de la haute finance, elle est désormais vue comme une réelle opportunité pécuniaire. Marché permettant des échanges
d'échange d'actifs financiers, que ce soit des actions ou des obligations, la bourse des valeurs permet aux investisseurs de faire de la spéculation et d'épargner leurs revenus. Selon l'African Securities Exchanges Association, la capitalisation de l'ensemble des bourses africaines représente plus de 1500 millions de dollars US. Le Johannesburg Stock Exchange pèse 72% du marché boursier africain, soit 10 fois plus que le Nigeria Stock Exchange, son poursuivant qui s'en tire avec 7% de la capitalisation boursière continentale. Au niveau des francophones, c'est Casablanca, la première place boursière, avec 4% de capitalisation. Dans l'espace UMOA, les sociétés se font inscrire à la cote de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Avec son impressionnant siège situé en plein cœur du plateau, le centre des affaires de la Côte d'Ivoire, la BRVM enregistre pour le moment 37 entreprises cotées. Cette place boursière voit en permanence intervenir plusieurs acteurs, dont des sociétés de gestion et d'intermédiation, des fonds communs de placement et des sociétés de gestion de patrimoine. À travers plusieurs campagnes de communication, cette institution s'efforce d'inculquer une culture boursière plus renforcée dans la zone UMOA. Afin de permettre aux PME de se voir également cotées, les autorités de la BRVM travaillent à la mise en place d'un compartiment spécialement dédié aux PME. Les résultats de toutes ces actions devraient, d'ici quelques années, rendre ce marché davantage attrayant pour les populations locales et aussi pour tout investisseur basé hors du continent africain. L'une des remarques que plusieurs investisseurs actifs en bourse ont pu établir est que les fluctuations observées sur les places boursières internationales n'ont pas d'impact immédiat sur les places boursières africaines. Du coup, de nombreux professionnels des marchés financiers opérant en Europe, en Amérique et en Asie préfèrent investir sur les places boursières africaines dans la mise en place de leur stratégie de diversification. Il est à noter aussi que l'actualité boursière est dorénavant incontournable dans la presse économique et financière africaine. Les petits porteurs prennent d'assaut les salles de cotation afin d'assister en temps réel aux cotations du marché. Les sociétés de courtage et de gestion de fonds regorgent de nombreux jeunes diplômés africains ayant une profonde connaissance des rouages des marchés financiers. Des clubs d'investissement se mettent en place dans plusieurs pays pour permettre aux particuliers de se regrouper et d'être plus efficaces dans leur prise de décision d'investissement en bourse. L'Afrique se bat de toutes ses forces et est bel et bien décidée à faire tomber le mythe de la bourse. Alors, via ce reportage, on constate que la bourse suscite beaucoup d'intérêt, de l'intérêt chez beaucoup de personnes. Mais comment fait-on des placements en bourse? Quelle est la démarche à suivre? D'abord, il faut savoir que la bourse est un marché. La bourse est un marché où se rencontrent des personnes qui ont des titres, c'est-à-dire des personnes qui ont des actions, des personnes qui ont des obligations. Et ces personnes-là vendent ces titres-là à d'autres personnes qui veulent acquérir justement ces valeurs mobilières, comme on le dit si bien en langage technique. Donc la bourse est un marché qui permet de croiser l'offre et la demande au niveau des titres financiers. Maintenant, concernant votre question, parlons de la démarche à suivre. Pour investir en bourse, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas compliqué en fait, Christiane. Pour investir en bourse, il faut d'abord avoir un compte bancaire. Et après avoir ouvert un compte bancaire, il faut maintenant ouvrir un autre compte qu'on appelle le compte titre auprès d'un coursier. Quand je prends l'exemple de l'espace UMOA, les coursiers ici, au niveau de l'espace UMOA, les coursiers sont assimilés à ce qu'on appelle les sociétés de gestion et d'intermédiation. Donc vous ouvrez un compte titre dans une société de gestion et d'intermédiation et c'est cette société-là qui réceptionne vos ordres de bourse et qui les transmet au marché. Mais où trouver ces sociétés? Je veux dire, c'est le conseiller clientèle en banque qui oriente ou est-ce que toutes les banques ont déjà cette cellule ou ce département pour favoriser le placement en bourse? La plupart des banques qui existent ont des filiales qui opèrent en tant que société de gestion et d'intermédiation. Mais je précise que ce n'est pas forcément toutes les banques qui ont des SGI comme filiales. Donc c'est à l'investisseur en bourse de se renseigner pour voir quels sont les coursiers qui évoluent dans sa zone monétaire. Et lorsqu'il va se renseigner de la sorte, il va maintenant comparer un peu les tarifs appliqués par chaque coursier. Et en fonction de la performance, de la rapidité de chaque coursier, il verra avec quel coursier il va travailler pour pouvoir justement être efficace en matière de placement en bourse. Quand le cours est à la hausse, c'est bien, tout va bien, il y a de bonnes nouvelles. Mais quand les cours sont à la baisse, eh bien là, on cherche à liquider les titres. Oui. C'est dire qu'il y a des risques qui sont pris lorsqu'on fait option sur ces titres en bourse. Comment se prémunir, comment se protéger de ces chutes? Est-ce qu'il y a des garanties pour limiter les dégâts justement quand les titres chutent?
Exactement, parce que le commun des mortels a l'impression que lorsque les titres sont cotés en bourse, on peut se réveiller un bon matin et puis tout son portefeuille est à plat. Mais en fait, les autorités régulatrices ont pris certaines dispositions. Quand je prends le cas spécifique de l'espace UEMOA, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, par exemple, a pris une disposition selon laquelle un titre ne peut pas baisser et dépasser le seuil de 0,75%. Donc, si votre titre chute, vous avez le temps de sortir du marché, vous ne pouvez pas investir et vous réveillez un matin avec tout votre portefeuille qui est totalement, j'ai envie de dire, liquidé. Donc, il y a ces mesures-là qui sont prises. Mais l'autre élément, l'autre avantage que les investisseurs ont lorsqu'ils prennent des positions en bourse, c'est qu'ils peuvent sortir du marché à tout moment. Donc, vous observez, vous avez le temps de voir comment est-ce que votre titre se comporte en bourse. Et à tout moment, vous pouvez prendre des décisions de sortie du marché, vous pouvez prendre des décisions de céder certains titres en attendant de voir comment est-ce que le marché boursier va se comporter encore dans les semaines à venir. Un titre peut chuter, mais également un titre peut remonter la pente juste quelques temps après. Alors, faire des placements en bourse s'accompagne de l'idée de rentabiliser la mise. Oui. Mais comment on fait pour justement décupler ses revenus? Faut-il juste attendre qu'il y ait des hausses et puis quand il y a des baisses, on se retire du marché? Y a-t-il des astuces, des conseils pour faire fructifier ces revenus? Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va aller à l'essentiel. Je souhaite que les téléspectateurs puissent retenir que pour gagner de l'argent en bourse, il y a deux méthodes principales. La première méthode, c'est la spéculation. C'est en fait acheter des actions, acheter des titres, attendre que ces titres montent et tout juste après la montée, se retirer du marché pour encaisser ce qu'on appelle une plus-value. Donc, il y a des personnes qui interviennent en bourse de cette façon, on les appelle les spéculateurs. La deuxième façon de gagner de l'argent en bourse, c'est par la distribution des dividendes. Lorsque les entreprises, les sociétés cotées en bourse se réunissent en fin d'année au cours de l'Assemblée générale, le conseil d'administration décide donc d'octroyer une partie du bénéfice aux actionnaires. D'accord? Donc, tous ceux qui sont actionnaires peuvent bénéficier des dividendes au même titre que tous les actionnaires qui investissent de l'argent en bourse. Lorsque la société dans laquelle vous avez investi distribue des dividendes, vous, en tant qu'investisseur en bourse, vous avez également droit aux dividendes qui sont octroyés à chaque actionnaire. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que pour investir en bourse, il y a une certaine technicité qu'il faut avoir. Il faut s'intéresser à l'information financière. Donc, tout ce qui est actualité économique, actualité financière, il est important que tout investisseur en bourse soit vraiment aux aguets de tout ce qui est information, parce qu'en matière d'investissement en bourse, l'information, elle est stratégique, elle est capitale. Donc, si vous n'avez pas l'information qu'il faut, vous risquez de faire de mauvais placements et votre portefeuille va, j'ai envie de dire, en pâtir. Mais ce n'est pas là aussi où joue son rôle le courtier? Les courtiers, justement, c'est vrai qu'ils donnent des conseils aux investisseurs, mais en même temps, on constate que les courtiers aussi interviennent à leur propre compte. C'est-à-dire que le courtier se retrouve comme conseiller et en même temps aussi comme investisseur. Donc, de facto, il y a un conflit d'intérêt. Un conflit d'intérêt qui naît. C'est pourquoi il est recommandé aux investisseurs de ne pas totalement se fier au conseil des coursiers, mais il est important que les investisseurs qu'ils aient des conseillers financiers privés ou bien qu'ils se familiarisent, qu'ils aient assez de notions du marché pour pouvoir prendre des décisions d'investissement conséquentes. Est-ce qu'une fois familiarisée, une personne à titre individuel qui n'est pas société de courtage peut agir sur le marché, c'est-à-dire de chez elle se retirer du marché, acheter? Comment est-ce que ça se passe? Ou est-ce qu'il faut avoir un agrément particulier pour pouvoir agir sur le marché? En fait, les coursiers ont le monopole en ce qui concerne la transmission des ordres en bourse. Vous ne pouvez pas, vous, en tant qu'investisseur particulier, vous lever et transmettre directement vos ordres au marché. Vous êtes obligé de passer par les coursiers et donc c'est la réglementation qui l'impose. Maintenant, ça crée quand même, excusez-moi, une question de précarité dans la réaction. Parce que déjà, le temps d'être informé qu'il y a un problème et qu'il faut se retirer du marché. Et pour le particulier aussi, prévenir la personne qui agit pour elle sur le marché pour dire retire mes titres. Il y a quand même un certain laps de temps. Oui, c'est pourquoi il est important que les places boursières africaines
puisse se développer davantage, puisse renforcer le volet réactivité. Il est important aussi que les investisseurs puissent, par exemple, s'asseoir à la maison chez eux et transmettre directement leurs ordres en bourse. Donc, je pense que c'est ce qui met en exergue les différentes failles qui existent sur les places boursières africaines. Mais je pense que toutes les autorités sont en train de travailler là-dessus. Tout le monde est conscient de ces facteurs-là et je pense que cela sera réglé progressivement. Mais n'empêche qu'il y a des investisseurs qui, malgré cet état-là, arrivent quand même à gagner beaucoup d'argent sur le marché. Et donc, on encourage tout le monde à investir en bourse, à s'intéresser aux activités boursières. Il est important que le mythe de la bourse soit totalement levé, qu'on ne dise pas que la bourse est réservée à une caste, à des personnes qui sont assez riches. Tout le monde peut investir en bourse, tout le monde peut comprendre les mécanismes de la bourse. Il suffit de s'y intéresser, il suffit de suivre certaines formations là-dedans. Il suffit aussi de faire confiance à certains acteurs, à certains cabinets, etc., pour pouvoir bénéficier de la rentabilité des investissements en bourse. Eh bien, c'est sur cette positivité que s'achève notre première partie d'émission. Pour rappel, en seconde partie, nous parlerons de partenariats publics et privés. Restez avec nous, nous revenons après la pause publicitaire. Merci de rester avec nous pour cette seconde partie de Business Première. Comme annoncé, cette seconde partie sera dédiée au partenariat public-privé. Et pour ce faire, nous avons deux invités de marque. Il s'agit notamment de M. Isaac Dey, conseiller du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et également président du comité de pilotage des partenariats public-privés. À sa droite, nous avons M. Dan Koberman, qui est manager de N-Trade et qui est également initiateur de la conférence des partenariats publics-privés qui est cette année à sa 6e édition. Alors, partenariat public-privé, c'est une terminologie de plus en plus récurrente dans les systèmes de gouvernance aujourd'hui en Afrique et ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est? Éclairer nos lanternes, M. Isaac Dey. Merci Madame Bonama. Je voudrais peut-être dire qu'il y a beaucoup de définitions. Je pense qu'en fonction des pays, il y a beaucoup de définitions, mais je pense je propose qu'on se concentre un peu sur ce qui caractérise un peu tous les projets en fait. Il s'agit essentiellement d'instruments qui sont utilisés par les États qui, en face des besoins importants, faut satisfaire aux besoins de l'économie et des populations, ont recours, disons, au secteur privé. Il s'agit ici de rentrer en partenariat avec des opérateurs privés pour pouvoir réaliser les missions qui leur sont confiées, que les États ont à réaliser pour pouvoir satisfaire ces besoins-là. D'où le terme partenariat. Donc les privés sont sous la base d'un contrat, donc la forme de contrat intervient, l'étendue de la mission aussi intervient, et puis le mode de financement qui souvent fait partie des éléments qui caractérisent le PPP. Y a-t-il des conditions particulières pour nouer ces partenariats? Mais en fait, la première chose, d'abord, il faut que la réglementation l'autorise. Le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'il y ait un cadre favorable. Il faut que fondamentalement l'environnement soit favorable pour que le secteur privé puisse investir. Donc il faudrait, disons, créer ces conditions-là. Le troisième point, je parlerai beaucoup plus aussi du secteur privé. Il faut avoir en face des opérateurs privés qui sont confiants, qui acceptent de cheminer avec l'État et qui prennent le risque d'investir. Au niveau des États aussi, il faudrait aussi que les États soient crédibles. Il faut qu'il y ait la condition de la confiance. Quelle est la nuance qui existe entre les partenariats publics-privés et les marchés publics classiques qu'on observe dans nos économies? D'abord, ce qui fait la différence, d'abord, c'est, je crois d'abord, c'est l'étendue de la mission. Un des points aussi essentiels qui marque la différence, c'est que l'opérateur privé, dans le cas d'un PPP, est payé par rapport à la qualité de service offert. Troisième élément, c'est la durée aussi. La durée, l'objet du contrat est sa durée. Et un des éléments aussi importants qu'on peut caractériser comme quatrième point, c'est le mode de rémunération de l'opérateur privé. Il est payé par les usagers et non payé par les États en tant que tels. Mais il existe aussi dans le cas du système des PPP où les États rémunèrent l'opérateur privé. Merci, M. Isaac Dey, pour toutes ces précisions. Précisions d'ailleurs qui plantent le décor
pour aborder à présent la 6e conférence des partenariats publics-privés. Nous avons avec nous, pour rappel, M. Dan Koberman, manager de M-Trade, initiateur de cette conférence. Tout de suite, je vous propose de voir ensemble quelques extraits de cette conférence. Près de 400 personnes venues de 30 pays différents, le partenariat public-privé comme outil majeur du développement africain attire depuis toujours, mais il a parfois peiné à convaincre. Objectif de cette 6e conférence organisée pour la première fois en Afrique francophone, renforcer les capacités entre le secteur public et le secteur privé. Les partenariats publics-privés générateurs de résultats probants, absolument, à condition bien évidemment d'optimiser la préparation du projet, son exécution et sa réalisation. Pour la BAD, partenaire officiel et de retour en Côte d'Ivoire depuis septembre, il est indispensable de repenser le cadre et la manière dont doivent être développés les partenariats publics-privés. Les obstacles sont au niveau du cadre juridique et la Banque africaine a mis en place une facilité juridique pour pouvoir, afin que les questions de litige qui sont liées au PPP, les questions de contrat, de concession puissent trouver une plateforme pour pouvoir permettre de les résoudre et de rassurer les investisseurs, de les attirer et de les motiver également à rester dans les projets PPP. Monsieur Koberman, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, bonjour madame, bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette rencontre, d'organiser donc cette conférence des partenariats publics-privés? On a commencé en 2008-2009, on n'avait pas de conférence panafricaine sur le partenariat public-privé en Afrique. C'était une initiative de M-Trade, mon société, et la Banque africaine de développement. Et quel est le but ou l'intérêt de cette conférence? Cette conférence, c'est une opportunité pour le secteur privé, en fait, de rencontrer le secteur public. Pour le secteur public, c'est un espace où il peut montrer tous les projets. En fait, c'est comme un marché formel. Tout à fait. Et il y a les investisseurs, ils vont voir les projets. Si les projets sont rentables, ils vont investir dans les projets. D'accord. Alors, cette conférence en est aujourd'hui à sa 6e édition. Oui. C'est la première fois qu'elle est organisée en Afrique de l'Ouest francophone. Oui. Et vous avez choisi la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire et pas un autre pays de la sous-région? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la plus grande économie dans la zone francophone, Afrique de l'Ouest. Et aussi, la BAD, ils ont ciblé et voudraient organiser ça ici, bien sûr, parce que ils ont maintenant le siège est réouvert encore à Abidjan. Ça, c'est une chose très symbolique pour tout le monde. La 6e édition qui a eu lieu à Abidjan Oui. a eu comme thème principal promouvoir les PPP durables au bénéfice des générations futures de l'Afrique. Qu'est-ce qui a motivé le choix d'un tel thème? Mais je crois que beaucoup de monde pense que le PPP, c'est les grandes infrastructures seulement. Mais le PPP, ce n'est pas seulement l'infrastructure, c'est la santé, ça c'est le sport, ça c'est le tourisme, ça c'est l'agriculture. Ça c'est les choses qui sont très durables pour l'avenir de la jeunesse de l'Afrique même. Parlons justement de durabilité de ces partenariats. Et là, je vais m'adresser encore une fois à M. Isaac D. En Côte d'Ivoire, quelles sont les pratiques mises en œuvre pour assurer la durabilité des partenariats? Le premier élément, je crois que c'est le respect de la parole donnée. Au plus haut niveau, lorsqu'on prend un engagement en Côte d'Ivoire, on le respecte. Ça, au plus haut niveau, on a reconnu pour ça. Le deuxième élément, c'est la création d'un environnement. Un environnement propice à l'épanouissement du secteur privé. Et dans ce cadre-là, depuis 2011, vous avez vu beaucoup de réformes ont été engagées qui ont été reconnues sur le plan international. La Côte d'Ivoire a été connue pour être parmi les 10 meilleurs pays au monde qui ont engagé des réformes, et ça se poursuit toujours. Et le troisième élément, c'est le regard que nous avons vis-à-vis du secteur privé. Il est important que développer cette question d'éthique, mais aussi qu'on ait un regard différent par rapport au secteur privé. C'est un véritable partenaire, donc il faut vraiment qu'on puisse comprendre que la notion de durée
dans le partenariat public-privé. Il ne s'agit pas d'un marché d'acquisition qui se fait sur 10-18 mois. Il s'agit de cheminer ensemble sur des périodes beaucoup plus longues. Et pour poursuivre avec cette conférence, la 6e de son genre, en Afrique de l'Ouest, principalement en Côte d'Ivoire, singulièrement en Côte d'Ivoire, quels ont été les moments forts de cette conférence dans votre programme? Bien sûr, il y a le prix formation, le 19 novembre, on avait le prix formation. Ça, c'est utile juridique pour les PPP. Avant la conférence commence, on fait une formation. Vous avez eu une formation? On avait eu une formation pour les utiles juridiques pour les PPP. Qu'est-ce que les entreprises, c'est-à-dire que tous les acteurs du secteur privé, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de fondamental? Alors, d'abord, le secteur privé doit retenir que l'Afrique est un pays, où il y a des opportunités d'affaires. Dans le domaine partenariat public-privé. Ça, c'est le premier point important. Donc, retenir ça. Deuxièmement, qu'il y a une réelle volonté des États de pouvoir utiliser ces instruments et savoir aussi qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'être présents aux côtés des États pour pouvoir porter, disons, des solutions, des services aux populations. Et pour finir, donc, Monsieur Koberman, quelles sont les perspectives de votre entreprise conférence des partenariats publics-privés, vos prochains challenges pour cette conférence? En général, la conférence, c'est aussi pour réunir toutes les différentes régions de l'Afrique. Je crois que cette conférence a réussi parce qu'on a beaucoup d'anglophones qui ont venu ici, lusophones aussi, les pays qui parlent portugais. Je crois maintenant, dans l'avenir, dans la prochaine année, on voudrait voir que vraiment, après cet événement, les contrats étaient signés. Oui. Et c'est pas seulement discuter, oui, on prend un verre. De concrétiser les échanges les sur deals cette plateforme. sont signés. Oui. Et on va faire un report avec les résultats aussi. Ok. Ben, merci beaucoup, Monsieur Koberman, d'être venu. Merci à vous aussi, Monsieur Isaac D, d'avoir été avec nous. Merci à Lou Damas, mon compagnon de chaque semaine. Merci, Christiane. Alors, c'est donc sur ces belles perspectives de M-Trade et de la conférence des partenariats publics-privés que s'achève ce numéro de Business Première. Merci d'avoir été avec nous et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Cette émission vous a été proposée par la Banque Atlantique.